Et les photos, on les développait, je voyais les photos un an après. Donc cette photo, j'ai découverte à Paris, je ne sais pas quand je l'ai faite, mais je l'ai découverte à Paris au moment de la saison des pluies, on ne peut plus travailler. Voilà, on a surtout travaillé avec cette lionne qui avait pris en charge une quinzaine de lionceaux, la famille est très importante, et pour reconnaître les lions, regardez les petites fiches, est-ce que vous voyez comment on fait pour reconnaître les lions? On compte les poils de moustache, vous voyez? Vous avez les petits poils de moustache, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, quels sont les parents? On avait des lions, des cicatrices, des bagarres, c'est comme ça qu'on reconnaissait les lions. Et c'était un métier formidable. Et pour gagner ma vie, ce que j'avais pas fait, j'étais pilote de montgolfière. Et donc tous les matins, un matin sur deux, sur trois, j'emmenais les touristes en ballon, je leur disais ça c'est un lion, ça c'est un éléphant, ça c'est une girafe. Et j'ai découvert, bien sûr, la photographie aérienne. Et c'est vraiment un moment de ma vie qui a été... Les enfants devaient aller à l'école, parce que ma femme avait deux petits garçons. Et donc on a dû rentrer en France, et je suis devenu photographe, surtout spécialisé en aérien. Et il y a eu la conférence de Rio. Qui connaît la date de la conférence de Rio? C'est la première COP. En combien? Exactement, enfin, je suis spécialiste. En 92, je décide de faire un grand travail sur la Terre et de photographier la Terre. Mais d'ailleurs, c'était surtout pour photographier la beauté du monde. Comme j'étais impliqué dans l'écologie, vous savez, à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de changement climatique. On parlait un peu de déforestation, on parlait du problème avec les éléphants, mais on parlait très très peu de ce qu'on parle, de la façon dont on parle d'écologie aujourd'hui, c'est-à-dire la consommation, la pression démographique, on n'en parlait pratiquement pas. Donc sur chaque photo que je faisais à ce moment-là, pour faire le travail de la Terre et du ciel, en fin de compte, je rencontrais les scientifiques et je parlais. Et c'est vrai que quand vous commencez à regarder la Terre et en même temps vous posez des questions, par exemple sur le corail, par exemple, j'estime aujourd'hui que 50% du corail du monde a disparu. 50% du corail. Alors qu'on sait que le corail, si vous voulez, c'est un peu les nurseries des poissons. Mon travail, c'est aussi la beauté du monde, donc c'est vrai que ça, c'est des persistants, c'est simplement une image très graphique que j'aime beaucoup, cette rivière verte qui vient des glaciers, des petites taches. Donc mon travail, c'était de prendre conscience des problèmes du monde, mais aussi de parler bien sûr de la beauté du monde. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai fait au Kenya, en Australie il y a très longtemps. Vous avez d'un côté la mer, l'eau qui est verte, qui arrive de l'intérieur de l'Australie. De l'autre côté, la mer, l'eau est bleue. Vous avez des ondes, vous avez aussi le sable de corail. Et vous avez un tout petit bateau au milieu, je ne sais pas si vous voyez au milieu, qui donne l'échelle de la photographie. Parce que la photographie aérienne ressemble beaucoup à la photo de microscope. Le monde du tout en haut, c'est très fractal. C'est les mêmes formes qu'on retrouve partout. Bien sûr, je ne vais pas vous faire ça, c'est des photos que je fais en Guyane sur la biodiversité, la déforestation, les forêts primaires. On estime que 30 à 40% de la biodiversité existe dans les forêts primaires. Ça, c'est une photo très symbolique. C'est des photos qui sont assez anciennes, mais qui m'ont beaucoup marqué, d'un arbre au Kenya où tous les animaux vont simplement à l'ombre. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'animaux, vous comprenez ce que ça veut dire. La photographie aérienne vous explique beaucoup de choses très vite. Comment les gens vivent, ce qu'ils mangent, comment ils se logent, comment ils se déplacent. Ça, c'est une photo de la déforestation en Bornéo, sur la ville de Palme. Dans la cigarette. Aussi, bien sûr, le graphisme en photographie aérienne est très important. C'est des filets qui sèchent en Corée. Et souvent, ce sont les agriculteurs, les pêcheurs qui vont sécher des filets ou sécher des algues, qui font des dessins sur le sol. Les dates, une photo que je fais en Égypte avec les dates qui sont en train de sécher. Les dates, quand elles sortent, elles sont très jaunes dans les arbres, et puis quand elles vieillissent, elles deviennent marron. Ça, c'est un espèce de cadeau incroyable quand vous voyez ça. Et pratiquement toutes mes photos ne sont jamais préparées. Ça a beaucoup de chance. Lac Baïkal, qui est la deuxième réserve d'eau douce du monde, avec une glace très importante qui dessine des dessins absolument incroyables sur le sol. En Islande, une rivière qui descend des glaciers. Alors ça, c'est ce qu'on met, je dézoome et je redézoome. Vous voyez, ça me fait envoyer un peu la photo, comment on travaille, comment on vit, je pense qu'il est très souvent autour de notre maison. Les animaux, les éléphants, les rhinocéros n'ont jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Il a été dépensé des centaines de millions de dollars, à mon avis c'est des milliards, pour protéger la biodiversité. Et aujourd'hui, il reste environ 500 000 éléphants en Afrique. On a tué 35 000 éléphants l'année dernière.
Aujourd'hui, avec la richesse de la Chine, et surtout aussi avec les armes lourdes qui arrivent du monde entier, qu'on a vendues, nous, les pays riches, aux pays africains, aujourd'hui, les éléphants sont vraiment en danger. Plus la démographie énorme qu'il y a en Afrique, ce qui fait que quand vous vivez près d'un troupeau d'éléphants, vous ne pouvez rien cultiver. Donc tout ça fait que les éléphants sont les animaux qui certainement disparaîtront. Et c'est dur de dire ça, mais avec tout l'argent qui a été dépensé, tous ces films qui ont été faits, on n'arrive pas à arrêter le braconnage des éléphants. S'il y a une tradition en Chine où on doit donner un truc en ivoire pour un mariage, bon, toute une histoire. Puis aussi la viande pour les Africains qui est importante. Donc c'est presque déprimant de penser qu'on s'est tellement battu, enfin on n'est pas qu'on n'a pas été capable de protéger nos ours, nos loups ici, donc il faut bien comprendre que c'est la même chose en Afrique. Mais c'est quelque chose qui me déprime un peu de penser qu'on s'est tellement battu pour ça, qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que ça n'a servi à rien. Je ne sais pas, vous tuez votre soirée, excusez-moi. Flamand Rose, ils étaient 2 millions au lac Nakuru, ils sont aujourd'hui 600 000, une très grosse pollution de ce lac à Nakuru en Afrique. Les ibis rouges, toujours magnifiques ibis rouges, la projection n'est pas très bonne, mais c'est des photos très rouges. Voilà. Ça, c'est les oiseaux, les fous de bassin en Islande. C'est drôle parce que j'avais fait un poster de cette photo. Je me souviens, je m'étais arrêté sur le poster dans un bistrot en Bretagne, je m'étais arrêté, je parlais avec le barman, il me dit mais c'est pas grand, l'Islande c'est tout petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les scientifiques s'aperçoivent qu'il y a beaucoup plus de mortalité dans les naissances et tout bassin parce qu'à cause de la surpêche, ils doivent aller pêcher ces animaux de mer, doivent aller pêcher de plus en plus loin pour trouver du poisson pour leurs petits. Les baleines, là c'est des bons chiffres. C'est des rares choses qui se passent. En tout cas sur la baleine à bosse, on dit aujourd'hui que la population a doublé depuis 20 ans. L'impact de l'homme, l'impact, bien sûr, c'est le vrai problème. Quand je suis né, nous étions 2 milliards. C'est pas de ma faute, mais aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions. Et donc, il y a une pression incroyable. Et aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui rejoignent les villes toutes les semaines. Ça, c'est un Ulaanbaatar, en Mongolie, il y a une très très grande pression démographique, surtout autour des villes, parce que bien sûr, vous vivez loin de tout, et très grandes sécheresses, les mots sont morts. Donc, vu du ciel, la pression démographique se voit énormément. Un des plus grands bidonvilles du monde, à Guayaquil, on estime que 15% de la population du monde vit dans des bidonvilles. Alors, bidonville, c'est-à-dire que la terre ne vous appartient pas, vous n'avez pas de toilette, vous n'avez pas de courant, pas d'électricité. C'est les chiffres des Nations Unies. Las Vegas, mais la différence entre, voilà comment on dit, c'est un peu la même chose. Vous voyez que dans Las Vegas, quand on veut se déplacer, il faut une voiture, il n'y a rien autour. Ça, c'est une photo qui m'intéresse beaucoup. En photographie aérienne, qui explique beaucoup de choses. Ça, c'est à Damas, juste avant la guerre. Vous voyez les antennes satellites. On voit bien qu'aujourd'hui, la communication est la vraie grande révolution de notre siècle. Aujourd'hui, les gens à Damas savaient ce qui se passait ailleurs, et certainement ça a joué beaucoup sur la révolution. J'avais été soufflé par le nombre de satellites qu'il y avait dans ces pays-là. La fonte des glaces, je ne vais pas encore vous faire un cinéma là-dessus. J'en ai un peu marre de photographier la fonte des glaces, je vais vous dire. L'année 2015 a été l'année la plus chaude dans l'histoire depuis qu'on fait les études sur la météorologie. Ça, c'est les bateaux qui font le passage nord-ouest, et maintenant on peut passer d'un côté à l'autre. La fonte, quand vous allez là-bas, et vous parlez avec les pilotes d'hélicoptères, ils vous disent que la fonte des glaces, vraiment, il la voit, il la sent, véritablement. C'est pas la peine d'être un scientifique pour comprendre ça. Ça, c'est Kilimandjaro sans glace. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Je me souviens quand j'ai pris cette photo, j'ai pu monter là-haut, j'avais les larmes aux yeux de voir ça. Le oil sand, ce sont les sables bitumineux au Canada, il y a eu des très grands incendies dernièrement. Et en ce moment, avec le prix du pétrole, ils ont arrêté de faire ça. Là, l'épuisement des ressources, aujourd'hui, on est en train, avec 7 milliards d'habitants, on est en train de consommer des ressources comme jamais on les a fait. Ça, c'est un influx dessus. Alors, les feedlots. Aux États-Unis, ceux qui ont déjà été aux États-Unis, la viande est souvent beaucoup plus moelleuse, plus sucrée, parce que tous les animaux, avant d'être tués, même s'ils vivent dans des champs, sont dans une espèce d'énorme endroit, ils sont par centaines de milliers, ce qu'on appelle des feedlots. Quand vous arrivez en hélicoptère, vous sentez l'odeur de très très loin.
Et on leur donne des hormones, et surtout les nourrit au maïs, et donc ça force les animaux à grossir. Comment on fait aussi en France, hein, c'est ce qu'on appelle les parcs d'emplacement. Et véritablement, c'est terrible. Et quand vous voyez ça, ça sent mauvais, les animaux sont les uns sur les autres. Si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, arrêtez de manger de la viande, mangez-en beaucoup moins, parce que la viande consomme plus, émet plus de gaz à effet de serre, la production que le transport. Ça, c'est assez facile. Voilà. Une inondation en Thaïlande. Par contre, vous faites comme ça tout le monde, c'est vrai qu'il faut photographier des belles choses, mais quand vous vous rendez compte de choses, peut-être que les autres ne se rendent pas compte, c'est partout où vous allez, il se passe des choses. Ça, c'est un camp de réfugiés. J'écoutais tout à l'heure à la radio, là, il s'est quand même noyé 2000 réfugiés cette année, depuis le début de l'année, dans la Méditerranée, 2000 réfugiés. Ça, c'est Dadaab, c'est un camp de réfugiés au nord du Kenya que personne ne connaît. C'était le plus grand camp de réfugiés du monde avant qu'il y ait l'histoire de Syrie, 450 000 personnes. Dans ces camps de réfugiés, ces gens qui sont arrivés de Somalie sont bloqués au Kenya, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de nationalité. D'ailleurs, c'est maintenant assez même dangereux d'être dans ces camps parce qu'il y a beaucoup de pression avec le Shabab, des gens des guérillas qui se passent entre la Somalie et le Kenya. Ils sont 450 000. Et ces gens leur donnent la nourriture tous les jours, leur donnent de l'eau tous les jours, leur donnent l'éducation, leur donnent la santé, des gens qui ne reviendront jamais en Somalie. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un des grands problèmes que personne ne veut vraiment voir. Les camps de réfugiés. On en voit partout dans le monde. Alors, il y a toujours une chose qui m'a beaucoup intéressé dans mes voyages, c'est l'agriculture. Parce que bien sûr, c'est très joli du ciel, et bien, vous voyez ça, c'est magnifique. Puis en même temps, ce qu'on appelle ça c'est par exemple ce qu'on appelle ça l'agriculture de subsistance. Les gens qui, ceux-là, ils doivent vendre quelque chose. C'est Sénégal, tout bien sûr est irrigué à la main. Et c'était pour moi des rencontres, on va en parler tout à l'heure. En Inde, ces femmes qui travaillent, 60% de la nourriture du monde est produite par des femmes, alors qu'on ne possède que 1% des propriétés du monde. Je répète, 60% de la nourriture est faite par des femmes dans le monde, et les femmes dans le monde ne possèdent que 1% de la propriété. C'est mon prochain film qui s'appelle Woman. Ça, c'est à Tombouctou, un endroit où on ne peut pas aller aujourd'hui. C'est formidable de penser qu'avec un peu d'eau, en plein désert, on peut faire pousser des choses. Le coton au Burkina Faso. Ça, c'était du coton bio, ramassé à la main. Je me suis arrêté. C'est formidable d'abord parce qu'il a vu que je faisais des photos, il s'est installé là, avec une position avec un bel humour, comme si je lui avais demandé de se mettre là. Et ce coton, il n'arrivait pas à le vendre parce qu'il y avait du coton qui arrivait des États-Unis pour le local, qui est du coton qui est subventionné. Comme toute l'agriculture, tous les pays riches subventionnent l'agriculture, et le coton qui arrivait des États-Unis au Burkina Faso était moins cher que le coton ramassé à la main par les Africains eux-mêmes. Même chose pour le maïs au Kenya. Le maïs qui est envoyé par les États-Unis, qui a souvent comme aide alimentaire au Kenya, il y a 200 fois moins d'heures de travail dans du maïs ramassé à la machine aux États-Unis, dans nos pays, et subventionné que du maïs qui est ramassé à la main. C'est le commerce mondial. Bien sûr, les problèmes de l'eau, de l'éducation des enfants, vous voyez toujours. Et quand j'ai fini ce travail de la terre vue du ciel, j'avais fait cette photo il y a très longtemps en Nouméa. C'est simplement, c'est pas fait par l'ordinateur, ce que les gens croyaient. Simplement, c'est une île en sable au milieu de la mangrove. La mangrove, c'est une forêt qui pousse dans l'eau de mer. Et donc, vous voyez, voilà, c'est une photo que j'ai faite avant la terre du ciel, mais elle s'est imposée comme le titre de mon livre, elle fait le tour du monde. Alors, on a fait beaucoup d'expositions. Je sais pas si vous avez vu celle-là qui était rue Médicis à Paris. Et pourquoi on l'a fait dans la rue? Parce que personne ne voulait nous exposer. Tout le monde pensait que ces photos, c'était un peu des photos de paysage, des photos qui n'étaient pas très artistiques, un peu des photos à la géo, et c'était pas pour les musées. Donc on a inventé ça dans la rue, et bien, ça a été formidable parce qu'on en a fait 160 dans le monde. À gauche, Dhaka, Bangladesh, et à droite, c'est Rio. Ça, c'est des photos que j'ai fait la semaine dernière, j'ai mis là par hasard. Est-ce que quelqu'un reconnaît cet endroit? Comment? Je l'ai fait la semaine dernière. Un endroit très connu. Exactement. Voilà. On fait un film ensemble pour la COP22. Voilà.
Les roses, pas devant sa tête. Ces cigognes, ce côté au Maroc, il y a des cigognes partout au Maroc, c'est formidable. Et un des plus grands champs de panneaux solaires au monde qui est près de Rotterdam, qui vient d'ouvrir. Alors, on va voir si ça marche. C'est des couleurs, c'est drôle parce que quand on travaille au télé dans les panneaux solaires, il y a une diffraction de la lumière, il y a plein de couleurs, des couleurs magnifiques. Alors un jour, dans les années 80-85, je me suis arrêté dans un tout petit village, il y a eu une petite panne d'hélicoptère, et je me suis arrêté pendant 3 jours avec ce qu'on appelle des agriculteurs de subsistance. C'est des gens qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont raconté comment ils vivaient, parce que les gens, pour leur seule ambition, c'est de se nourrir. Des gens, en fin de compte, qui ont la même angoisse que nous qu'à mort, on a envie d'avoir une vie meilleure pour leurs enfants. Et donc, j'ai passé 3 jours avec eux, et je me suis aperçu que quand les gens vous racontent des histoires, je ne sais pas si vous avez fait une exposition qui s'appelait 6 milliards d'autres, qu'on avait monté au Grand Palais, on a été interroger les gens autour du monde, en posant à tout le monde les mêmes questions. C'est vraiment venu de cette rencontre que j'avais eue avec ces Africains. Voilà, donc ça passe plus, hein. C'est bloqué. Alors, donc c'est comme ça qu'on a commencé le film Human. Voilà, il y a une petite chose qui va vous expliquer ce qu'on a voulu faire en ce moment. Je ne suis qu'un homme parmi 7 milliards d'autres. Depuis près de 40 ans, je photographie notre planète pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle je vis. Alors que l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à 2 vitesses, plongé dans les inégalités, déchiré par les guerres. On n'arrive toujours pas à vivre ensemble. Aujourd'hui, naïvement, comme un enfant pourrait le faire, j'ai envie de poser une question. Pourquoi ? Pourquoi de génération en génération reproduit-on les mêmes erreurs ? Ce n'est pas dans les chiffres et les statistiques que je cherche une réponse, mais dans l'homme. Pour moi qui photographie la planète, c'est dans les visages, les regards, les paroles, que je vois aujourd'hui une façon forte de plonger dans l'âme des hommes. Un proverbe dit que les yeux sont le miroir de l'âme, je le crois, car il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui t'ouvre son cœur. Chaque rencontre te fait avancer, chaque histoire est unique. En me plongeant dans celle des autres, j'avais envie de comprendre. Avons-nous tous la même soif d'amour, de liberté et de reconnaissance? Dans un monde tiraillé entre la tradition et la modernité, nos besoins immuables sont-ils partout les mêmes? Et au fond, qu'est-ce qu'un être humain aujourd'hui? Quel est le sens de sa vie? Nos différences sont-elles si grandes? Ne partage-t-on pas plus de valeurs qu'on ne le croit? Et si oui, pourquoi est-ce toujours si difficile de se comprendre? J'ai envie de poser toutes ces questions, de parler de l'humanité. Un pari fou, utopiste. Avec mes équipes, nous l'avons pris avec beaucoup d'humilité. Pendant 2 ans, nous avons parcouru 65 pays, filmé la nature et les espaces que l'homme a créés, fait plus de 2000 interviews pour aller à la rencontre des autres. Ceux dont on parle et surtout ceux dont on ne parle jamais, ceux qui pour la première fois racontaient leur vie. J'ai voulu extraire les hommes de leur environnement, ne garder que le visage et la parole. Imaginez un film où la force des mots résonne sur la beauté du monde. Proposer un voyage à travers des paysages, mais surtout à travers des histoires humaines. Dans Human, il n'y a pas de commentaires. J'ai laissé la parole brute, pure. En mettant au cœur du film les mots de l'humanité, la pauvreté, la guerre, l'immigration, l'homophobie, j'ai fait des choix engagés, politiques. Mais les hommes m'ont aussi parlé de tout, de leur difficulté de grandir comme de l'amour et du bonheur. Et c'est la richesse de toutes ces paroles humaines qui fait le cœur de Human.
c'est vrai qu'on se dit pourquoi quelqu'un qui fait de l'écologie a envie d'écouter le cœur des gens, mais je pense que le développement durable, d'abord, c'est d'abord de l'amour de la vie. Et d'être un écolo, je pense que bien sûr, c'est d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, mais c'est des choses que j'ai appris, peut-être que j'avais en moi, c'est d'abord aimer les autres. Je pense qu'on ne peut pas faire d'écologie si on n'est pas prêt à vivre ensemble. Et donc, moi, maintenant, tout mon travail est beaucoup plus basé là-dessus que sur l'écologie. Et en même temps, l'écologie, c'est un grand mot. Le développement durable, bien sûr, vivre ensemble, ça en fait partie. Et surtout, depuis que je fais ce métier, depuis les années 2000, où je me suis vraiment engagé, j'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, la question est... On n'a pas forcément la réponse, mais on en a une certaine, en tout cas. Voilà. Ça, d'abord, on va commencer par une interview que j'adore. Je pense que c'est la bonne, et qui parle vraiment du vrai problème du monde. C'est l'interview du président de l'Uruguay. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos buscando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Ah, c'est sans commentaire, ça. Je pense qu'on a tous compris ce que ça veut dire. Et ce type est incroyable. Il vit dans une petite maison avec un petit potager. Il va avec sa femme vendre des fleurs. Il est comme président de la République de l'Uruguay. Il donne tout son salaire à des ONG. Il a fait un discours formidable aux Nations Unies. Je vous conseille. C'est vraiment l'homme politique pour lequel j'ai plus d'admiration aujourd'hui, des Douglas, des Mandela et des gens. Voilà. Après, la pauvreté, c'est quelque chose qui, bien sûr, bon, je n'ai rien à vous dire de plus que ça.
Ça, c'est les intouchables. Ils sont 160 millions en Inde. Et ces femmes intouchables ont un courage incroyable. Souvent les femmes, bien sûr, qui tiennent la famille, qui travaillent pour rien du tout. C'est vrai que c'est des gens qui n'ont droit à rien. S'ils vont à un poste de police, on ne les écoute pas. Si on va à l'école, on ne pose pas de questions aux enfants parce qu'ils sont des intouchables. C'est un vrai problème en Inde. Et cette pauvreté nous a, m'a crevé le cœur. Je veux dire qu'on était là-bas sur Valais, on a tous pleuré en écoutant ces femmes, qu'on avait d'ailleurs emmené dans un autre village pour qu'elles puissent s'exprimer. Avec la violence qu'elles exprimaient, elles n'ont pas de bonheur de vivre. Voilà. Some of the most generous people I know have no money. And that's how it should be. When we have no money, it's a different lifestyle. When you see the old people, there was no, in our language we have no such word as please or thank you, because it is what is expected of us is that we share and we give what we have. Today we have to say please, we have to say thank you, we have to beg for things. In the old days it was just a giving thing that we would share things. That was a part of who we are. And not only for Aboriginal people, I expect people all around the world would do the same things before money. But nowadays, it's mine. There are words like mine. There was none of us. But today we have I, me, mine. And we don't share, we don't give. We don't give free of our spirit. We don't share our things anymore. And it's become, it kills us as human beings, as a society, as a race. When I say race, I'm talking about the human race. But we deny other people shelter, we deny other people food, we deny other people their survival, purely because of money. Voilà, ça c'est les aborigènes en Australie qui sont, c'est vrai que c'est des gens qui partagent tout, et qu'un aborigène, tout de l'argent, ils distribuent à tout le monde, s'il y a une voiture, tout le monde peut s'en servir. Mais je trouvais ce qu'il disait était absolument brillant. Et d'ailleurs, quand on a fait Human, on a fait 2000 interviews dans le monde, et toujours j'ai été soufflé par comme les gens sont intelligents. Il y a même un gars qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, vous l'interrogez, il vous dit des choses absolument incroyables qui vous percent le cœur. La dernière interview, c'est une première ministre d'Irlande. Voilà. Elle va parler de développement durable. I'm a grandmother. I love being a grandmother, a real Irish grandmother. I have 5 grandchildren, and they will be in their 40s in 2050. And I think about them and the world of 9 million people that they will share the world with. And I really feel extraordinarily concerned about what they will say about us. Will they thank us because we did take the brave, ambitious decisions about sustainable development goals and climate that we need to? Or will they be so angry with us because we didn't we should have understood, but somehow we didn't give the leadership? I hear their voices, and more often than not, they seem to me to be likely to be angry unless we quickly change course. And that's what gets me out of bed in the morning. Voilà, ce qui a été dit est tellement juste que diront nos petits-enfants. On sait ce qui est en train d'arriver, les chiffres sont là, ils sont dans les journaux tous les jours. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une école à Hyères et je passais le film Planète Océan et il y a un petit garçon qui me dit, c'était des garçons entre 12 et 16 ans, et il me dit, mais je suis Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde? Je dis, la fin du monde? Moi, je ne pense pas à la fin du monde, mais écoutez, vous n'y pensez pas, mais c'est curieux parce que vos films, ils parlent que de ça, quoi. Moi, j'écoute la télévision, j'écoute les journaux, je lis ce que les professeurs, et la fin du monde est devant nous. Et je demande aux enfants, quels sont les enfants qui croyaient à la fin du monde? Ben, j'étais étonné de voir que 70% des jeunes qui étaient là levaient les bras, en disant oui, on croit à une fin du monde si on ne change pas vraiment notre cap. Et c'est vrai que je pense que c'est extrêmement compliqué parce que notre civilisation est basée sur les échanges. On a toujours vécu comme ça. C'est les échanges, c'est la croissance qui paye les hôpitaux, qui paye les écoles, qui paye les routes. C'est difficile de trouver un autre système. Et on est tous, et nous, on est tous là à se plaindre, on n'a jamais assez, on n'est pas content, on est comme le 6e pays le plus riche du monde. Donc on est un peu exemplaire et on voit bien que chez nous aussi, on n'a que de croissance. C'est très difficile d'expliquer aux autres. Il y a des pays qui ont besoin de croissance, bien sûr. Moi, je pense que nous, on n'a plus besoin de croissance. On a trop, il faut qu'on apprenne à partager. Et je pense que, véritablement,
On a besoin d'une vraie révolution, et cette révolution, elle sera pas bien sûr politique, parce qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, on a les hommes politiques qui ont une démocratie, on a des hommes politiques, on a des gens qui ont une vision électorale, qui ont du mal à prendre des décisions courageuses, et puis surtout, dès que quelque chose ne va pas, on est tous dans la rue à râler, parce qu'on veut toujours changer les choses, mais surtout pour les autres, mais pas pour soi. Donc on vit dans un monde compliqué, et d'être un homme politique aujourd'hui, ça doit être terrible. Bien sûr qu'il y a des COP 21, il y a des accords de signer, mais si nous on continue à vivre comme avant, ça restera comme avant, il ne faut pas se faire d'illusions. La COP 21 est une manipulation si nous on n'est pas prêts à changer. Il faut bien se le dire. Après, révolution scientifique. La révolution scientifique, on ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours, 85 millions de barils. Aujourd'hui, 78% de notre énergie est fossile. 78%. Après, vous avez du nucléaire, vous avez des barrages. Les éoliennes et les panneaux solaires, c'est ridicule ce qu'on utilise. Il faut dire la vérité, même si, bien sûr, c'est un espoir formidable. On ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par les panneaux solaires et les éoliennes, non. C'est nous, il faut qu'on apprenne à consommer moins d'énergie. Et puis, ce ne sera pas une révolution économique, parce qu'on a besoin aujourd'hui de business, on a besoin d'acheter, on a besoin de jeter, on a besoin de continuer, on a besoin de vider les mers, on a besoin, parce qu'on a besoin de faire tourner nos usines, et on a besoin de consommer. Alors, c'est un truc paranoïaque, parce qu'on sait très bien, on vit tous dans une espèce de déni collectif, on ne veut pas croire ce qu'on sait tous, qu'aujourd'hui, on va vers un monde difficile. C'est pour ça que je pense que cette révolution, elle sera spirituelle. Est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de changer? Et je parle de spiritualité, non pas en phase de religion, mais je parle de façon éthique, morale. Est-ce que moi, éthiquement, moralement, j'ai envie de changer, voilà, pour être qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? D'être un être humain, c'est quelqu'un qui respecte la vie autour de soi. Et de respecter la vie autour de soi, c'est être un bon père, être un bon grand-père, et aussi d'être un bon consommateur. Je pense que la clé est là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.